trouve cette question du bonheur et du bien-être, même si je devais refaire un livre, je l'appellerais autrement, parce que le bonheur, c'est de nouveau un mot valise qui est tellement connoté. Et donc, quand on pense au bonheur, on pense souvent à un bonheur matériel, un bonheur de consommation, un bonheur de position sociale. Évidemment, cette première illusion, c'est celle-là, c'est que il est tellement évident, c'est bizarre de devoir le répéter, mais souvent, si l'on nous reproche que nous avons besoin de conditions dignes de vie. La plupart d'entre nous, on peut toujours rêver d'une exception, mais la plupart d'entre nous, on a besoin de conditions de vie décentes pour pouvoir atteindre un certain bien-être. Donc oui, c'est une évidence. Donc c'est une évidence, et encore, il y a dans nos rues, en France, en Belgique, dans tous les pays occidentaux, des femmes et des enfants dans les rues. Donc ça a beau être une évidence, on n'y est pas encore. Mais une fois qu'on a des conditions de vie, au-delà de ça, bien sûr, un toit, accès à des bons soins de santé, ainsi de suite, de la sécurité, ça ne suffit pas à nous rendre heureux. Ça, on le sait. Et donc, on le sait bien, de nombreuses études montrent que voilà, c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant. Et donc, la question, c'est que un des chemins sur lesquels nos sociétés jouent, c'est que le bien-être et le bonheur serait une question de consommation. Et donc, plus j'ai tel et tel objet, plus j'ai telle et telle position sociale, plus je serai heureux. Et donc, c'est une course sans fin. On court comme un petit rat dans une roue, et en fait, on n'est jamais satisfait. Et on sait aujourd'hui très bien qu'on s'adapte à tout. Alors, c'est aussi une explication du fait que même si la richesse d'une nation augmente, en dehors bien sûr des gens qui n'ont rien, mais qui malheureusement sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, on sait que les disparités créent des problèmes parce qu'on va se comparer non pas à un absolu, on va toujours se comparer aux autres, ce qui est logique, on fonctionne comme ça les humains. Et donc, des études montrent que si on devait choisir entre être plus riche réellement ou être quand même un peu moins en inégalité par rapport à quelqu'un, on va choisir que l'autre ait moins plutôt que nous ayons plus si ça nous garde en inégalité. Donc voilà, on est construit comme ça, dans cette forme de comparaison sociale, et qu'il y a du bon et du mauvais. Donc le bonheur vient aussi de notre capacité à entrer en lien. Je pense que le premier prédicteur du bonheur, c'est ça, au fond. Et donc, oubliez ça, oubliez que nous sommes des êtres de lien, c'est une des grandes illusions, que nous sommes en lien avec les autres, en lien avec le vivant, et que donc, prendre soin des liens, construire des sociétés de confiance et de liens sociaux, ça devrait être notre priorité. Et nous, en tant que femmes et hommes, de mettre davantage d'énergie dans les liens et dans les expériences partagées que dans les biens, quand on peut se le permettre, bien sûr. Et comme toujours, hein, je dis bien quand on peut se le permettre, parce que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas toujours un choix, mais quand on peut, alors ça serait une première voie. Il y a aussi une illusion qui est que le bonheur est toujours ailleurs, mais qui est en lien avec ça. Donc, mon bonheur sera toujours dans un autre endroit où on sera mieux, où on sera moins en inconfort, où on aura atteint autre chose, et ainsi de suite. Et ce n'est pas un plaidoyer contre l'ambition. Parce que si une saine ambition qui est de changer, et on peut avoir une ambition pour le monde, pour la planète, pour les autres, pour son entreprise, qui est très bonne, mais une ambition lucide, c'est d'avoir envie de tout ça, sans rêver qu'on sera totalement heureux si on n'arrive pas déjà à construire ce bonheur ici. Et donc, ça serait de faire les deux. C'est-à-dire, mon ambition, elle est plutôt au service de mes valeurs. C'est-à-dire, quel monde est-ce que je veux construire? Et j'espère que les gens vont être très ambitieux en disant, je mets mon énergie, avec toute mon ambition et toute mon énergie, au service de ce monde que je veux voir. Mais j'essaye de trouver une forme de joie profonde intérieure là où je suis. Si j'ai à manger, que je ne suis pas torturé, bien évidemment. Parce que si je ne peux pas, en tout cas je pense à moi, trouver cette joie ici, mais pourquoi est-ce que je la trouverais là-bas? Quelque part, on transporte toujours avec nous l'insatisfaction. Le bonheur, dans ce sens-là, je dirais, et je ne l'ai pas dit comme ça dans le livre, je dirais le bonheur, c'est une relation. Le bonheur, ce n'est pas une chose. D'ailleurs, je pense que ça va vous parler, vous qui êtes dans tout ce qui est ce monde de l'école de Palo Alto, proche de la PNL, puisque ça vient de là, en fait, la PNL, c'est bien ce qu'il nous disait. C'est que Belson disait bien que rien n'est dans une chose, et ces choses n'existent pas, tout est relation. Et donc, le bien-être, c'est une relation, c'est un type de relation que j'ai avec moi-même, bien sûr, avec le contenu de ma vie, avec mes émotions, comment j'entre en relation avec mes émotions, avec mes pensées, mais comment j'entre en relation avec le monde, la vie, tout ce qui m'arrive. On ne peut pas contrôler, et c'est une banalité que je vous dis là, évidemment, hein, on ne peut pas contrôler la force du vent, la hauteur des vagues lorsqu'on navigue. Par contre, si on est lucide, on peut reconnaître le vent. Oui, ce n'est pas le vent dont on avait envie. Et c'est comme ça. Ce n'est pas la météo dont on avait envie, mais c'est comme ça. Et alors, une fois que je reconnais avec lucidité le monde tel qu'il est, pour moi, ça n'a rien de défaitiste, c'est le contraire. Okay. Ça me donne la possibilité de diriger ma voile. Parce que tant que je n'ai pas pris conscience et regardé les yeux bien en face
le danger tel qu'il est, ma voile, si je dirige ma voile en fonction de ce que je voudrais et pas en fonction de ce qui est, je suis mal barre en fait. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que je peux voir les choses comme elles sont? Et puis après, voilà, tout n'est pas possible. Hein. Il y a des limites. Parfois, il faut abattre le mât. C'est comme ça dans notre vie. Parfois, c'est la solution, abattre le mât pour ne pas chavirer et puis après le reconstruire. Moi, je suis un peu revenu de l'école américaine qui nous pousse à tout est possible tout le temps. Non, parfois il faut mettre sa tête en dessous d'une couverture et prendre un petit moment en se donnant un gros câlin et attendre que l'orage passe.